Bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre, du coup. Merci à tous les participants, qui se sont connectés et bienvenue à ce premier Freelance Talk organisé par Sixième Homme, en partenariat avec le cabinet, Global Experts Consulting et le sujet de ce webinaire, ça sera la RPA et comment intégrer la RPA à son offre de conseil. Donc comment les consultants indépendants peuvent intégrer, la RPA à leur offre, de conseil et aux prestations qu'ils proposent. Donc on va commencer rapidement par, présenter, Sixième Homme. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Sixième Homme, c'est une plateforme de mise en relation entre, consultants indépendants et cabinets de conseil et entreprises. Notre mission, c'est d'accompagner les consultants indépendants à rencontrer, les cabinets de conseil et les entreprises pour trouver les meilleures missions, mais aussi à, rencontrer d'autres consultants avec lesquels ils peuvent collaborer et grandir ensemble. Donc on intervient sur, 6 domaines d'expertise, qui sont affichés ici. Donc on intervient sur le conseil en DSI, stratégie innovation, finance et banque, digital agilité, conseil opérationnel et les métiers de la data. En termes de chiffres rapidement, donc on est, quasiment à parité, donc on a 58% d'hommes et 42% de femmes. À peu près 7 000 membres, inscrits, en ce moment avec une croissance, autour de 40-50% mensuellement. En termes de seniorité, donc on a des profils plutôt seniors sur la plateforme. On peut remarquer qu'à peu près 80% de nos profils ont plus de 5 ans d'expérience et avec un TGM moyen de 680 €. Les 4 compétences clés qu'on retrouve, principalement chez nos freelances. On a beaucoup de consultants en management, donc c'est un label qui veut un peu tout dire, mais c'est un peu les consultants qui sont passés par des cabinets de conseil, on va dire généralistes et qui ont un peu, construit des expertises, diverses et qui peuvent intervenir sur plusieurs types de missions différentes. On a également pas mal de PMO, chefs de projet, des consultants conduite au changement et des product owners. En termes de clients, donc, on intervient auprès de cabinets de conseil, mais aussi, avec des clients directs. Les cabinets de conseil avec lesquels on travaille, on a Price, SIA Partners, Stanwell, Global Experts qui sont là. Et les clients directs, on a Veolia, Total Energy, Sodexo, Leroy Merlin. Donc comme je le disais, le webinaire d'aujourd'hui est organisé avec le cabinet Global Experts qui ont développé une offre autour de la RPA. Donc on a Saad et Bachir qui représentent le cabinet qui sont connectés. Je vais les laisser se présenter et après dérouler et vous présenter la RPA et comment on peut se former et rapidement devenir opérationnel sur la RPA. Très bien, merci Arma. Bachir, est-ce que tu peux passer en plein écran sur la présentation? Bon, voilà, super. Bon, très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Saad Brada, donc je suis directeur associé du cabinet GEC, Global Expert Consulting. Tout d'abord, un merci au Sixième Homme, à Roma et à Reda pour l'invitation. Je pense que c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité et sur lequel notre cabinet s'est positionné depuis quelques années. Et c'est avec grand plaisir qu'on partage un petit peu notre savoir et connaissances. Avant de rentrer dans le sujet, rapidement, GEC, c'est un cabinet de conseil en stratégie, management au sens large et système d'information. C'est un cabinet qui est enraciné d'une part en Europe à travers un bureau parisien et d'autre part au Maroc et puis en Afrique subsaharienne à travers un bureau à Casablanca. Donc moi-même, je suis la plupart du temps basé à Casablanca pour les clients marocains et régionaux. Donc on est à notre 9e année d'existence avec un certain nombre de projets réalisés des deux côtés de la Méditerranée et avec aujourd'hui un chiffre d'affaires qui tourne autour de 5 millions de dirhams, 5 millions d'euros, 6 millions d'euros. Voilà. On a à peu près en continu un flux d'une soixantaine de consultants staffés chez nos clients.
chiffre qui a vocation d'une croissance de 15 à 20% annuelle. Voilà. GEC, c'est des expertises et des solutions. Donc, il y a des expertises qui sont portées par le cabinet en interne, des expertises beaucoup métiers autour de la stratégie de développement, de l'excellence opérationnelle, des sujets liés au risque, à la conformité. Et puis, tout ce qui va toucher la conduite du changement et le pilotage des programmes et pilotage de projets, et une composante IT autour de la transformation, donc transformation, schéma directeur et tous les sujets liés à l'AMOA. Ensuite, des solutions, donc un peu le sujet d'aujourd'hui autour de la RPA que nous portons à travers deux entités, la RPA Advisory en tant que telle, et puis le Testing Factory, qui s'appuie sur la technologie RPA pour proposer à des clients une usine de test voilà, basée sur les meilleures normes et les meilleures technologies, une offre de digital learning et puis, GEC Network, qui est aussi notre plateforme de consultants indépendants qui grandit essentiellement de ce côté de la Méditerranée au niveau des clients marocains, pour l'essentiel. Voilà. Voilà, donc une clientèle assez orientée bancaire, notamment au Maroc et en Afrique subsaharienne. Après, en Europe, il y a aussi bien les banques que l'industrie. Voilà, donc, en résumé, GEC, c'est un cabinet voilà, un peu hybride, porté sur des thématiques métiers, mais également des solutions très pointues ou très précises, qui n'a pas vocation à être un intégrateur ou un porteur de solutions IT. Une présence sur de la clientèle bancaire, mais pas que, et une offre aussi de freelance, essentiellement sur le marché marocain et le marché d'Afrique subsaharienne. Voilà. Sur la RPA, voilà, moi, je vais laisser la parole à Bachir, l'expert RPA du cabinet, qui présentera plus en détail cette partie-là. Merci à toutes et à tous. Bon, merci Saad. Encore une fois, on remercie nos amis Omar et Reda de Cisémon d'avoir pensé à nous pour un peu adresser la communauté des freelances et des indépendants et répondre à une question qui est intéressante en ce moment, comment ajouter l'offre de service RPA chez les consultants indépendants. Je répondrai en deux temps. La première partie, on va un peu démystifier la technologie pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ensuite, je vous donnerai un peu quelques billes pour pouvoir vous-même vous positionner sur ce sujet-là, d'accord? Et vous expliquer quel est le gap pour pouvoir un peu monter en compétence et pouvoir un peu proposer cette offre dans la liste de vos expertises et votre savoir-faire. Donc, je pense qu'il y a un sondage qui va être lancé ou qui est lancé en ce moment pour savoir un peu qui connaît la RPA. Oui, tout à fait, c'est déjà lancé. Donc, n'hésitez pas à répondre. On verra un peu, excusez-moi, un peu votre feedback. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on regarde un peu ce que c'est. Je vous fais un petit retour d'expérience rapide sur deux projets qu'on avait menés en fait, au début de l'aventure RPA du cabinet. Hein. On a passé à un autre stade, mais c'est intéressant de partager avec vous un peu comment on a commencé cette aventure avec nos clients. Et après, je vous ferai une démonstration, comme ça vous regardez un peu sur une vidéo comment ça fonctionne un robot. Ça vous donnera une idée, ça vous permettra de vous projeter. Parfait. Donc, sur la RPA proprement dit, donc d'abord, on va situer la RPA sur un écosystème, on va dire une approche ou un socle technologique plus large qui est l'IA, d'accord, qui combine beaucoup de technologies existantes, comme le machine learning, tout ce qui est OCR avec l'interprétation de la vision, l'interprétation de la transcription des tests de la parole,
l'interprétation, tout ce qui est langage naturel, avec connaissance des patterns, des émotions, extraction d'informations, tout le travail de planification, d'optimisation, et l'RPA vient ici un peu faire uniquement la partie robotisation, d'accord? Tout ce qui est implémentation de tâches répétitives et la prise en compte des règles structurées. Maintenant, l'avantage avec la technologie, en tout cas, les solutions RPA d'aujourd'hui, c'est qu'on peut combiner toutes ces technologies-là, d'accord? Et, et grâce à la RPA, on peut appeler des programmes d'IA. Et ça, c'est important à savoir, c'est que la RPA peut être un premier, en tout cas, un premier levier pour pouvoir agir des problématiques d'intelligence artificielle. C'est deux technologies qui se combinent très très bien. Qu'est-ce que c'est que la RPA aujourd'hui? La RPA, c'est juste une technologie qui permet d'automatiser des process. D'accord? Des process qui représentent quelques caractéristiques. Pour qu'on puisse robotiser, il faut qu'il y ait une fréquence. Ça veut dire qu'on ne va pas passer du temps à déployer des efforts pour pouvoir robotiser des process qui se reproduisent très rarement ou peu fréquemment. Il faut que ces process nécessitent, on va dire, moins d'interaction humaine et plus de temps d'exécution pour que ça se justifie. Il faut qu'il soit stable, qu'il n'y ait pas d'évolution ou des règles de gestion qui changent chaque demi-heure. Et les règles de gestion doivent être claires pour que le robot puisse puisse savoir comment opérer. D'accord? Qu'est-ce qu'elle permet de faire la RPA aujourd'hui? Pour résumer, ça permet de, au lieu d'avoir un salarié ou un membre d'une équipe qui va faire certaines tâches, on va dire, sur le système sur un ordinateur, on va remplacer ce salarié-là par ce qu'on appelle un digital workforce. C'est un salarié numérique, c'est un membre de l'équipe, sauf qu'il s'agit d'un programme informatique qui, lui, peut ouvrir des fichiers Word, des fichiers Excel, lire les données, les interpréter, aller les chercher sur des applications web ou aller saisir les données, remplir les formulaires, extraire les données également. On peut aller sur des applications métiers qui soient desktop ou web, hein, pour lancer des requêtes, lancer des process, etc. Il peut aller sur la messagerie, lire les mails, extraire les données, envoyer des mails également quand il est nécessaire. Et c'est pas que, hein, c'est juste pour vous donner un aperçu, quelques exemples de ce que peut faire un robot informatique aujourd'hui. Bien sûr, il peut faire beaucoup plus de choses, il peut aller sur des bases de données directement, il peut lancer des sessions FTP, il peut ouvrir des sessions VPN, etc. Donc, globalement, c'est ça. Ensuite, pourquoi on fait recours à la RPA? C'est qu'aujourd'hui, on a des problématiques opérationnelles qui sont assez complexes à adresser. Donc, on a des disparités dans les traitements au sein d'une même équipe. On a des processus avec beaucoup de tâches répétitives qui affectent les utilisateurs, hein. Généralement, quelqu'un qui est payé pour faire des recherches Internet et compiler des données et envoyer un mail chaque jour, ça lui consomme 1 heure par jour. Je ne pense pas que c'est la tâche la plus sexy qu'il a vraiment envie de faire le matin en arrivant au bureau. D'accord? Et on a aussi des inefficacités opérationnelles méconnues car ancrées dans les habitudes. Et à côté de ça, des problématiques IT, et là-dessus, je pense que vous devez être très conscient, c'est que aujourd'hui, faire évoluer un système d'information d'une structure est compliqué. Plus la structure est grande, en tout cas, les évolutions sur les SI deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus coûteuses, d'accord? Parce que ça implique beaucoup de partenaires, beaucoup de parties prenantes, etc. Et on a également des durées et des coûts et une complexité des cycles de vie IT aujourd'hui qui deviennent incompatibles avec le time to market, hein. Aujourd'hui, si on voit bien, c'est les petites structures qui ont des systèmes d'information assez simples ou qui n'ont pas de legacy, qui arrivent à être premiers sur les marchés aujourd'hui parce qu'ils arrivent à déployer vite et bien faire. Ceux qui ont du legacy, ceux qui ont des systèmes d'information complexes, etc., ça leur prend un peu plus de temps.
Du coup, pour nous, la RPA, vraiment, c'est une solution qui répond à ces 2 problématiques, d'accord? Et qui est une solution opérationnelle parce qu'elle propose un large panel de fonctionnalités comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une implémentation non invasive, ça veut dire qu'on garde les systèmes d'information des clients, on les touche pas, mais on vient, se greffer avec une reconnaissance, des modules, une reconnaissance des données, sur les écrans qui permet un peu d'aller très vite sur des tâches à robotiser, d'accord? Bien sûr, une compatibilité importante avec les SI préexistants, donc parce que ça rejoint un peu la partie non invasive. Ça permet de renforcer la conformité réglementaire et également, aujourd'hui, au contraire d'avant, au contraire des automatisations qu'on peut faire au niveau IT, où on va aller sur un bout de process pour pouvoir automatiser une extraction et une petite transformation. Aujourd'hui, on est capable, avec la RPA, de faire, de la robotisation de bout en bout. Donc en termes d'avantages, bien sûr, donc un robot, quand tu lui donnes des règles de gestion, il ne va pas se tromper, donc il n'y aura pas d'erreur humaine. Donc ça renforce la conformité, la traçabilité. Les robots travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de grève, heu, pas d'arrêt maladie, pas de crise Covid, pas de retard lié au transport. C'est juste des exemples, hein. Ça augmente la productivité parce que, un robot qui peut traiter 10, il peut en traiter 20, hein, il suffit de bien dimensionner l'infra. Donc ça permet aussi, une flexibilité dans la gestion on va dire des process et une évolutivité, hein, parce que flexibilité, si j'ai des périodes de pic, ça sert à rien de recruter des intérimaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on déploie les mêmes robots et on augmente la capacité de traitement, d'accord? Et heu et bien sûr, essentiellement, ça valorise le travail parce que les salariés qui sont, sur ces tâches-là, généralement, ils ne se plaisent pas et du coup, ben, le fait de les décharger de tâches chronophages, leur permet de se concentrer sur des tâches à plus valeur ajoutée, plus forte valeur ajoutée, pardon. Et donc du coup, ils se sentiront plus valorisés parce qu'on fait appel plutôt à leur capacité cognitive, à leur capacité d'analyse, heu, plutôt qu'à leur, capacité d'exécution bête et méchante. Donc depuis quelques années, nous, on est partenaire d'Automation Anywhere, qui est aujourd'hui un des leaders, sinon le leader des solutions RPA dans le monde, hein. Pour donner des exemples sur, sur un peu nos clients qui sont essentiellement du secteur financier. Donc, ils sont vraiment très présents sur cette industrie-là, mais pas que. Mais sachant qu'ils ont des clients qui ont engagé on va dire, une large échelle de transformation en utilisant la robotisation, comme Goldman Sachs, comme UBS, comme Bancolombia, etc., ou la Citi. Voilà. Alors, un peu vous parler de l'architecture de la solution, parce que c'est important de connaître un peu ce qu'il permet de Juste faire. une question, Bachir, avant d'avancer. Il y a Rafik qui demande est-ce qu'on peut rapidement décrire les différentes solutions du marché et quelles sont les différences entre elles? En quoi cette solution se démarque et si on peut dire deux, trois mots des autres solutions? Oui, très bien. Sur les autres solutions, ce qu'il faut retenir, c'est que les leaders, vous avez UiPath, Automation Anywhere et un petit peu moins Blue Prism. Blue Prism étant le pionnier sur cette technologie-là. Mais aujourd'hui, on a d'autres acteurs qui font aussi la même chose, comme Microsoft, comme Pega, comme NICE, etc. Et le dernier arrivant sur ce marché-là, c'est Microsoft Power Automate. D'accord? Alors, si on ne parle pas des leaders et on parle des autres, euh, la faculté de robotiser, elle est presque pareille un peu chez toutes les solutions. Après, ce qui distinguerait des solutions qui sont aujourd'hui leaders, c'est le panel des fonctionnalités qu'ils intègrent. Donc aujourd'hui, pour pouvoir faire une intégration ou appeler SAP ou appeler Salesforce ou Workday depuis une solution qui est mature est beaucoup plus simple parce que les composants sont déjà préconfigurés. Si on va sur d'autres solutions, il faut vraiment créer ces passerelles-là. Une grosse différence entre Power Automate qui commence à gagner du terrain du fait
on va dire, du nom et du fait de leur base client existante, c'est que Power Automate, il est plus sur de la desktop automation. Ça veut dire qu'il va automatiser des tâches qu'on fait dans, dans son bureau de travail tout seul. Il n'a pas la faculté en fait, d'aller faire de l'automatisation de bout en bout, qui est possible avec UiPath ou Automation Anywhere ou Blue Prism. Après, la grosse différence entre les deux qui sont vraiment leaders sur le marché, entre Automation Anywhere et Blue Prism, c'est qu'en termes de vision produit, pour nous, Automation Anywhere est beaucoup plus avancé parce qu'il permet également d'ajouter d'autres choses que n'a pas Automation Anywhere. Donc aujourd'hui, Automation Anywhere, il est vraiment cloud native, c'est-à-dire que la solution, elle est aujourd'hui en client léger et en cloud native. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est qu'on est vraiment sur du déploiement de clients légers. Ensuite, un des points forts aussi, c'est que on intègre d'autres composants qui sont utiles dans l'approche de robotisation, que les autres n'ont pas en standard, ils n'ont pas dans l'offre de produits standard, qui sont obligés de faire appel à des vendors externes. Hein. Par exemple, pour l'OCR ou pour le traitement des données non structurées, savoir des factures, des CV, etc. Automation Anywhere a sa propre solution native. Quand on veut faire de l'analytique pour pouvoir identifier les process automatisables, il y a une solution qui est déjà disponible au niveau d'Automation Anywhere. Et également, une grosse nouveauté que les autres n'ont pas, c'est qu'Automation Anywhere aujourd'hui a un assistant digital, un peu comme Siri ou Alexa, mais pour le travail. Donc c'est un peu innovant, ça permet de faire de la robotisation sur des activités front office, on ne se base pas uniquement sur la partie back office. Donc globalement, ça sont les... Il y a Thibaut qui demande si vous connaissez l'outil Make, anciennement Integromat. Non, je ne le connais pas. Ok. Non, je C'est un outil d'automatisation plus web, on va dire, comme Zapier, tout ça. Je sais pas Oui, si c'est alors, comme de la RPA aussi ou pas. Alors, c'est pas de la RPA, ça c'est vraiment de l'automatisation pure sur certaines tâches qui sont web. La RPA, c'est vraiment plus large. Avec la RPA, je peux aller envoyer un mail spécifique sur une adresse, le robot va aller sur cette adresse-là, collecter les données et en fonction de ça, il va les transformer, il va aller les saisir sur d'autres applicatifs, ça peut être du web, ça peut être du desktop, il peut et suite à ça, il va peut-être faire d'autres actions, comme envoyer des notifications par mail. Il va aller faire ouvrir des sessions FTP pour faire des échanges de flux. Donc, on est vraiment sur se greffer sur un système d'information aussi complexe qu'il soit et de faire des tâches les plus complexes aussi possibles. Et on n'est pas sur des inputs uniquement web, Ou des etc. par API ou par web service, quoi. Exactement. Donc, on n'est pas que sur cette partie-là. La RPA, c'est beaucoup plus large et on peut faire appel à des programmes d'intelligence artificielle pour pouvoir un peu donner des modèles prédictibles, les combiner au process du client, etc. Donc, on est vraiment sur de la robotique appliquée au monde de l'entreprise aujourd'hui. Il y Très a d'autres bien. questions? On est bon, on peut avancer. Parfait, parfait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je commence d'en bas et je remonte en haut. Donc, la suite Automation Anywhere ou la A360 aujourd'hui, donc ça comporte une control room et c'est là où c'est un peu la tour de contrôle où on va gérer les accès, etc., les coffres forts, le versionning, etc. Après, on a le bot creator, c'est un peu l'outil de design des robots, d'accord? Et le bot runner, c'est l'exécuteur. C'est là où on va faire tourner les robots, d'accord? Donc tout ça est géré au niveau de la control room. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a la possibilité d'avoir des robots qui sont attended, ça veut dire qui sont lancés à la demande ou lancés suite à un événement, généralement pour des robotisations qui sont front office. Et les inattended bots, ce sont les robots qui sont autonomes, qui tournent en arrière-plan et dès qu'il y a un événement, ils vont eux-mêmes se lancer pour pouvoir réaliser un certain nombre de tâches. D'accord. Ensuite, on a IQbot et là, on est sur l'automatisation cognitive pour les données non structurées.
Je vous donne un exemple, par exemple, les traitements de factures. Pour un client donné, il a des fournisseurs. Chaque fournisseur a son propre format de facture, son propre structure. Le montant hors taxe, il n'est pas au même endroit. Le numéro de TVA interne communautaire n'est pas au même endroit. Donc, avec la partie IQBot, on est capable de créer des robots qui vont apprendre en tout cas les différents formats de factures des différents fournisseurs, créer des modèles et ensuite à partir de là, ils vont commencer à eux-mêmes extraire les données de manière qui sont déjà non structurées ou semi-structurées pour les rendre de manière structurée et ensuite on donne la main à un bot classique pour pouvoir récupérer ces données-là, les saisir sur un système comptable, avec un workflow de validation. Quand il y a d'autres événements, il va pouvoir déclencher des paiements, etc. Donc, vous voyez bien ici, par rapport à une automatisation web, c'est qu'on on peut recevoir des données qui sont sur d'autres formats, pas forcément des données qui sont structurées, etc. Alors, Bot Insight, c'est un peu la partie analytics, la partie un peu BI, puisque les robots, ils vont traiter toutes les données de la boîte ou du client. Et l'idée, c'est de les restituer. Hein. Si c'est un robot qui traite des factures, on peut leur dire, bon, écoutez, vu ce qu'on a pu traiter, bon, voilà le nombre de factures traitées par les robots, mais également, voilà les montants, voilà les directions concernées, voilà les... Donc, on a des données qui sont traitées par les robots qu'on peut restituer pour pouvoir un peu faire de l'analytique sur le traitement et voir réellement la performance de l'entreprise. Ensuite, on a le mobile app, bon, ça c'est simple, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi le bot store, c'est un peu comme l'Apple Store ou l'App Store d'Apple, avec des robots préconfigurés. Donc, des fois, au lieu d'aller développer des choses qui ont déjà été faites, ben, il suffit de les acheter et de les intégrer dans la suite du client. Après, en termes de mise en place, bien sûr, c'est une solution qui est web-based. On peut avoir du déploiement en cloud ou en premise. Sachez que la grosse différence entre cloud et en premise, c'est que si on va sur du déploiement en premise, ça veut dire que c'est sur l'infra du client. Donc, le coût de l'infra s'ajoute. Hein. Quand on est sur l'offre cloud, il n'y a pas de coût d'infra. Et du coup, le TCO, le Total Cost of Ownership, il devient de plus en plus important. D'accord Donc, c'est dans l'intérêt des clients d'aller sur du cloud. Aujourd'hui, 70% des ventes de licences de Automation Anywhere se font sur le cloud. Donc, bon, on va pas trop s'attarder sur l'architecture, parce que ce qui vous intéressera aujourd'hui, certainement, c'est un peu comprendre la logique. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, un des points forts, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que la plupart des vendors RPA sont sur des approches back-office automation, d'accord? Où des robots, des automates s'exécutent en arrière-plan, sans supervision. Donc ça, c'est ce que fait un peu tout le monde. Ce qu'on ajoute avec Automation Anywhere, c'est de faire du front office automation, d'accord? Avec l'interaction entre des équipes humaines et des bots, surtout avec l'assistant digital Harry, qui permet d'avoir une interaction entre un opérateur et un certain type d'automate. Je vous donne un exemple dans le cas des call centers. Donc aujourd'hui, on est capable, pendant qu'un opérateur a un client en face, au lieu d'avoir à gérer, à sortir de son système de gestion des calls et aller chercher les données du client à droite et à gauche dans les différents applicatifs. Hein, ce que vous constatez si vous appelez un centre, en tout cas un centre de relations clients, n'importe lequel, il vous demande donnez-nous 2-3 minutes le temps de sortir votre dossier, etc. Bah, avec un assistant digital, on peut faire l'économie d'aller se connecter sur les différentes applications pour pouvoir faire les différentes actions. Le robot lui-même va aller chercher les données du client, les restituer à l'opérateur front office pour pouvoir lui-même faire d'autres actions qui seront également lancées par des robots. Donc, c'est un exemple d'automatisation qui est très intéressant et qui commence à se développer sur
sur les clients qui sont en gestion d'expérience client. Après, l'automatisation cognitive, c'est les données non structurées dont on a parlé tout à l'heure, et ça, c'est le traitement des factures. Donc, si vous voulez en tout cas retenir la grosse différence entre Automation Anywhere et les autres vendors, c'est que les deux à droite sont proposés en natif chez Automation Anywhere. Ok. Alors, on a une question de Rafik qui demande, grosso modo, quel est le coût d'investissement minimum pour un client pour démarrer sur la RPA? Et aussi, est-ce que ça a un coût pour la montée en compétence des équipes? Est-ce que ça prend du temps, etc. Très bien, je réponds par la fin, comme ça on va sur la première question. Un coût de compétence des équipes, il y est, certes. Ce que vous devez savoir, et aussi ça c'est un avantage de Automation Anywhere que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que la plupart des solutions RPA sont en mode low code. Ça veut dire qu'on est sur des approches où on fait du drag and drop sur certaines fonctionnalités déjà préexistantes. On peut, avec une schématisation workflow, avec une saisie des variables qui simples, etc. Avec l'utilisation d'un recorder qui permet un peu de capturer et de mâcher le travail pour pouvoir aller rapidement sur une automatisation. Et ça, c'est beaucoup plus accentué chez Automation Anywhere parce qu'ils sont web-based. C'est-à-dire que c'est une solution qui est web. Donc, là-dessus, on fait, si vous voulez, on fait la promotion de tout ce qu'on appelle Citizen Developer. Citizen Developer, c'est un utilisateur métier qui a peu de compétences en codage. Il peut automatiser beaucoup de choses jusqu'à un certain niveau d'expertise. Après, bien sûr, on peut aller plus loin avec des développeurs expérimentés pour ajouter des bouts de code qui sont complexes, d'autres bouts d'automates qui sont plus complexes sur la suite. Donc, le coût de montée en compétence est moins important sur d'autres solutions que sur d'autres solutions. Donc ça, c'est important de savoir. Maintenant, sur le coût, ce que vous devez savoir, c'est que toutes les solutions RPA, ils ont une logique de facturation annuelle. C'est une location de licence sur une année. La plupart, ça commence à partir de 15 000 euros l'année. Globalement, hein, je vous donne un ordre de grandeur, 15 000 euros l'année pour des licences simples avec un exécuteur et peut-être un ou deux postes de dev, d'accord? Donc, par contre, quand il y a plus de volume, plus de robots, quand des clients nécessitent d'avoir de la redondance sur la plateforme parce que les robots sont sur des activités critiques, là, on va sur des budgets beaucoup plus importants. Maintenant, vous allez me dire, probablement les 15 000 euros l'année, c'est quand même peut-être important pour des structures qui sont des PME, etc. Sachez qu'il y a des offres RPA as a service, nous-mêmes on en propose pour nos clients. Ça leur permet déjà d'entrer dans la matière, de gagner en maturité sans trop s'exposer côté coût. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou s'il y en a d'autres. Je pense que c'est clair. On demande aussi si un robot, c'est forcément un processus ou ça peut être plusieurs processus. Alors, un robot, c'est un programme informatique. Généralement, dans la logique de conception, après chaque cabinet ou chaque éditeur a sa propre logique de création de robots. Nous, on fait des mini-robots et on fait des robots qui ordonnancent. Pourquoi on fait ça? C'est pour faciliter plus tard la gestion du cycle de vie. Donc, on a un certain nombre de règles de pratique. Un robot permet de faire des petites tâches. Et après, on fait des robots plus grands qui, eux, font appel à des petits robots qu'on va certainement mutualiser. Hein. Je vous donne un exemple. Ouvrir une session sur SAP ou par exemple chez une entreprise, eh ben, on fait le même robot. C'est un petit robot qui fera que ça et qui va être certainement même mutualisé avec les autres robots. Maintenant, un robot va tendre, un robot on va dire d'ordonnancement va être plutôt un robot qui va gérer un processus complet.
D'accord? Donc, il fera à chaque fois un petit bout, il va lancer un robot qui va collecter des données sur un site ou sur une application, un autre qui va prendre ces données-là, les transformer, un autre qui va les saisir sur un autre système d'information, un autre qui, en fonction de cela, va peut-être envoyer du courrier ou des mails. Donc, mais on réfléchira processus pour pouvoir mettre en place un peu répondre aux besoins du client. Donc, il y a une certaine nuance quand on parle de robots, effectivement. Il faut situer, est-ce qu'on est sur un robot, une tâche d'exécution ou on est sur un processus de bout en bout. Un robot, c'est un processus de bout en bout. Très bien. Bon, je pense que c'est assez clair, on peut avancer. Très bien. Alors, je partage avec vous des retours d'expérience. Quand on a commencé sur la RPA, bien avant ça, je vous donne juste des exemples de ce qu'on peut faire aussi. Donc, pour nos clients qui sont essentiellement dans les services financiers, ce on leur a proposé, en tout cas, on leur dit quels sont les use cases possibles, d'accord? Donc, sur les crédits, on peut faire toute la partie origination, gestion des hypothèques, les traitements des demandes de carte de crédit, la souscription, l'acquisition de données clients, le KYC. On peut faire sur la relation client la vérification des adresses, la mise à jour des données clients, les gestions des relevés, les réclamations. Sur la conformité, on peut faire du KYC, de l'AML, et les vérifications de sanctions, les traitements des alertes lutte anti-blanchiment. On peut faire du data mining, la fiabilisation, la migration de données, la réconciliation comptable, la saisie des entrées comptables, les opérations de trésor. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on a on s'est lancé sur l'activité RPA, aujourd'hui, je me rends compte que la plupart de ce que je viens de vous exposer là, on l'a déployé d'une manière ou d'une autre chez nos différents clients. D'accord? Donc aujourd'hui, on a un client qu'on accompagne sur son approche de robotisation. Il est presque sur toutes ces questions-là. Voilà. Et encore, hein, sachez qu'on peut aller faire de la robotisation sur les RH, etc. Donc, tout est possible. Donc, quand on a commencé, on avait 2 clients avec qui on avait des relations assez proches, avec qui on a eu des démarches de co-construction parce qu'on venait de démarrer, nos équipes étaient en cours de montée en compétences, etc. Et du coup, ben, on a choisi pour eux quelques process qui étaient simples, relativement simples, mais qui présentaient quelques irritants. D'accord? Donc, par exemple, chez Unibank, ils avaient un gros bug sur leur système qui leur permettait pas d'envoyer des lettres de relance pour les clients débiteurs. Donc ça, au bout de quelques jours, 5 jours on a pu faire un robot qui fait ça. Un autre, c'était en attendant la grosse mise à jour sur un système d'information de toute la partie lutte anti-blanchiment et KYC, eh ben, ils avaient un volume important d'alertes à traiter pour lesquelles on a développé un robot qu'on a appelé Digital Compliance Officer. En opposition à un Compliance Officer humain, on a juste créé un Compliance Officer numérique qui permettait de traiter pas toutes les alertes, mais une bonne partie des alertes sur des règles de gestion qui étaient assez simples. Pour une autre banque, ils avaient un problème d'enrichissement des données pour les correspondants bancaires. À notre banque aussi, en fait la même, Tijari Europe, qui avait un problème de traitement des fausses alertes sur Cyron, qui est un outil de lutte anti-blanchiment. Et le dernier cas, c'était en Belgique, ils avaient une obligation légale de mettre à jour les adresses clients à partir d'un provider de données externe. Donc au lieu d'avoir des équipes informatiques qui développaient on va dire des programmes de mise à jour des adresses qui n'étaient pas acceptés par le régulateur parce que ça ne permettait pas d'avoir une traçabilité des mises à jour. Donc, ce qu'on a proposé pour eux, c'était de développer un bot qui fait ça. Donc, on va même carrément vous montrer 2 exemples de ces 5 que je viens de vous exposer. D'abord, en vous montrant un peu l'approche en termes de ROI, et on verra carrément un bot qu'ils exécutent qui fait ces actions-là. D'accord? Comme ça, vous projetez.
Donc, le premier cas, c'est le Digital Compliance Officer, d'accord? Pourquoi on l'a réfléchi? Parce qu'en tout cas, il y avait un besoin urgent de traiter un volume important d'alertes. On dit alerte, vu on va dire, quand on fait une transaction bancaire, pour vous expliquer rapidement le business, quand on fait une transaction bancaire, à chaque fois, on doit checker si le client n'est pas sur une liste terroriste ou sur une liste de gel des avoirs, etc. Ça, c'est une obligation légale que toutes les banques les ont. Et leur système qui permet, le core banking qui permet de gérer ça, il est interfacé avec un système qui, lui, fait le filtrage. Et une transaction, s'il n'est pas filtrée, elle peut pas être aboutie. Donc, du coup, on voit rapidement l'impact sur la satisfaction client. Sauf que une des problématiques des outils de filtrage, c'était les homonymes. Hein. Quand on s'appelle Mohamed ou quand on a Oussama quelque part, forcément, on peut avoir un homonyme de quelqu'un qui est présent sur une liste, on va dire, de sanctions, une liste terroriste, etc. Et ce qu'ils avaient constaté, c'est que une bonne partie des alertes qu'ils remontaient chez eux, c'était des fausses alertes, c'était des faux homonymes, d'accord? Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un robot qui va un peu mâcher le travail pour le digital compliance. Il va, sur quelques 3 ou 4 règles très simples, éliminer, aller 80% des fausses alertes. D'accord? Et il laissera les collaborateurs de la conformité se concentrer sur les alertes qui nécessitent plus de traitement. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un robot qui va ouvrir une session sur l'outil FCM, qui est l'outil de traitement des alertes. Il va appliquer un filtre pour pouvoir sélectionner que les alertes sur lesquelles il va interagir. D'accord? Donc, il va prendre en compte la première alerte disponible, qui va récupérer les données du client, il va les comparer avec les données du suspect, hein, en tout cas celui qui est présent sur la liste, et il va comparer sur des critères discriminants, date et lieu de naissance et le sexe. Si une de ces infos-là est différente, et en tout cas est différente, il va lever l'alerte. Et là, on vous met des captures d'écran de ce que le robot fait, il va lever l'alerte pour dire, OK, ça c'est une fausse alerte, etc. Sinon, il va préparer un mail à un compliance officer pour dire, bon, voilà, sur cette alerte-là, il y a X sous-alertes, j'ai pu en traiter 2, il te reste une. Voilà, tu peux reprendre la main. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça? C'est que on va dire les équipes de conformité se concentrent sur des alertes qui nécessitent de l'analyse. Et celles où ils devaient se connecter, comparer visuellement 2 ou 3 informations et lever l'alerte, qui n'était pas très excitant en termes intellectuels, ça, c'était un automate le bot qui le fait à leur place. D'accord? Donc, pour dire un peu, et c'est important quand on est sur des démarches de robotisation de parler ROI, parce que c'est ce qui motivera in fine un client à aller sur de la robotisation, c'est de dire combien d'heures de travail j'économise en mettant en place un robot, quel est le coût, en tout cas, de cette économie d'heures de travail. 1800 heures de travail, ça correspond à 60 000 euros. Combien ça me fait gagner en productivité supplémentaire par année parce que j'arrive à traiter plus de choses. Ces heures-là, ils sont redéployés ailleurs. Et du coup, en mettant en place le projet avec les coûts, etc., combien ça te fait d'économies moyennes par an. Et en faisant ça, les clients adhèrent, en tout cas plus rapidement à la solution de robotisation. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'était un peu différent dans la logique. C'était qu'on recevait l'Identify, qui est une plateforme en Belgique où il y a des données clients, à savoir des adresses, etc. Donc, on récupérait les données, on préparait des fichiers de mise à jour, donc Excel, XML. On a pris les deux et on a pu les exploiter au niveau du robot en transformant un fichier CSV. On ouvre après une session sur Delta, qui est l'outil core banking de Sopra, avec la sécurité qui va bien, parce que il faut gérer les mots de passe de manière assez soigneuse sur des coffres forts. Et après, ce que fait le programme, c'est qu'il compare l'adresse
qui assure la fiche du tiers et l'adresse qu'il récupère du provider externe. Et s'il y a une différence, eh ben, il va mettre à jour l'adresse du client et à la fin, il va préparer un fichier log et il va envoyer les résultats de traitement par mail. Et là, vous retrouvez la logique que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'on a un bot principal qu'on appelle bot ordonnanceur et lui traite le process de bout en bout. Après, chaque partie, c'est des bots différents et qui ont un objectif bien précis. Et donc, ça facilitera après la maintenance. S'il y a un changement au niveau des formats de fichiers ou la façon dont on interroge le provider, on ne refait pas tout le développement, on change uniquement la partie ou le sous-bot qui nous intéresse. Voilà. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que en faisant un chronométrage bête et méchant, c'est qu'un bot est 3 fois plus rapide qu'un opérateur humain. Donc 1 minute 40 et 35 secondes pour le bot, qui était optimisable encore. Hein. On a poussé le bouchon trop loin, mais on pouvait encore optimiser de 15 secondes pour atteindre 20 secondes en éliminant toute la partie déchets réseau, accès VPN, etc. Mais bon, parce qu'on n'était pas on n'était pas proche des serveurs où s'exécutaient les tâches. Mais bon, déjà ça, 3 fois plus rapide un bot. Et bien sûr, le bot travaille plus. Et du coup, on leur a dit, si à chaque fois, on faisait une campagne de mise à jour des adresses clients, il fallait 10 jours ouvrables, il fallait remobiliser 270 heures des équipes commerciaux sur cette activité-là, au détriment de travaux commerciaux. Or, on n'a besoin que de 5 jours calendaires pour mettre en place le bot une fois, et pas tout le temps. Et aucun impact sur l'activité commerciale du client et que le coût, il était inférieur à 1 000 € là où il est supérieur à 3 000 € quand on mobilise des opérateurs humains. Donc voilà, ça c'était les 2 exemples dont je voulais vous parler. Pourquoi je les ai choisis initialement, c'est pour dire que quand on se lance sur quelque chose dont on commence un peu à monter en compétence, il faut expliquer au client pourquoi on y va là-dessus. Aujourd'hui, le marché est beaucoup plus mature, surtout en France, où on voit beaucoup de demandes sur la RPA aujourd'hui. Mais sachez que si vous voulez vendre un petit peu cette technologie-là, si vous voulez convaincre, il faut réfléchir au retour sur investissement. Il faut réfléchir, OK, on met en place un investissement, mais in fine, on est capable de démontrer quel est le retour sur investissement. Et du coup, pour vous, en tant qu'indépendant et freelance, c'est bien de développer des mécanismes, développer des métriques qui vous permettent un peu d'avoir aussi une offre, que ça soit sur l'accompagnement qui aboutira à en tout cas un calcul du retour sur investissement pour le client. Avant de passer à la démo, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une question. C'est quoi une équipe qui fait une mission RPA? De quoi elle est constituée? C'est quoi les types de profils qui sont amenés à travailler ensemble pour faire une mission d'implémentation d'un système RPA comme tu nous as montré? Très bien, très bonne question. Alors, vous me donnez 2 secondes parce que je dois changer mes écouteurs. Je perds en autonomie. Comme ça, on n'interrompt pas la session. Vous m'entendez? Oui? Très bien. Alors, une équipe RPA, en tout cas, une équipe projet sur la technologie RPA est composée de plusieurs profils, d'accord? D'abord, il faut qu'il y ait un RPA manager, lui qui va un peu structurer le projet, etc. Donc, c'est lui qui connaît un peu le guideline, la story, l'histoire du début de la fin, comment on part du besoin
tout cas, comment on part des besoins des clients vers comment on les priorise, comment on calcule l'impact de la robotisation sur le métier ou sur le business du client et comment on priorise et comment on dessine la feuille de route. Et après, il y a toute la partie backlog, suivi. Généralement, quand on va sur la mise en œuvre, c'est du Scrum. C'est la démarche ou l'approche qui est la plus adaptée sur des projets RPA. Mais avant, on a une phase de cadrage, ou en tout cas une phase une étude d'opportunité, où là, il te faut un RPA manager et des business analysts RPA. D'accord, Ok. qui vont aller voir les process pour qu'on puisse arriver jusqu'à la feuille de route, etc. Après, il y a des profils qui sont des gestionnaires de projets qui doivent être Scrum, qui ont déjà fait cette démarche-là, en tout cas cette approche. Et ensuite, il faut les développeurs. Donc, sachez que, je ne sais pas si vous commencez à voir aujourd'hui, il faut aller vers vraiment en tout cas des compétences. En tout cas, chaque profil doit être bilingue dans un sens où il doit parler un langage technologique et également un langage business et métier. C'est le plus bilingue, plus un consultant est bilingue, plus il est, en tout cas, plus il est intéressant pour le client sur des démarches de robotisation. Mais j'imagine que pour d'autres technologies également, ça sera le cas. C'est quoi les technologies principalement utilisées pour développer de la RPA? En fait, en gros, sur la RPA, il faut aller sur les solutions. Donc, nous, on travaille sur Automation Anywhere. Donc, on a le studio de dev, il est sur Automation Anywhere. Aujourd'hui, tous les vendeurs RPA, ils ont leur propre studio de création, de dev. Donc, ça sera le choix de l'outil qui déterminera un peu la compétence technique derrière qui est nécessaire. Ok. C'est très clair, mais on peut enchaîner sur la démo. Très bien. Alors, 2 secondes, je vous sors la bonne vidéo qui va bien. Donc, je vais lancer la vidéo et je vais la commenter en même temps. D'accord? Donc, ça, c'est ce que vous voyez là, c'est le studio de développement. Donc, là où on crée un robot. Donc, vous voyez qu'il y a c'est la partie bots. Donc, ici, à l'intérieur, on a des variables, on a des actions, Excel, etc., file, folder, IQbot. Et après, on a la partie workflow. Donc, sur le workflow, on voit c'est toutes les actions que le robot exécute. D'accord? Et à chaque fois qu'on clique sur une des actions, on a la partie variable. D'accord? Où est-ce qu'il faut aller chercher l'info, quelles sont les actions à faire, etc. S'il y a des captures d'écran, comment il fait le robot, etc. Donc, je vais lancer ça. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé le robot en mode test. Vous avez une barre d'exécution, donc en tout cas d'avancement. Je vais mettre une pause. Vous avez une barre qui dit le bot de login, il est à 40%, il est dans les lignes 4 sur 6. Ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est visible que lorsqu'on est en mode dev. Et vous voyez bien qu'il a lancé lui-même, en tout cas, l'écran de connexion à l'outil. Il va aller directement saisir les identifiants. Il va aller appliquer un filtre. D'accord. Et là, c'est parti trop vite, parce que le bot, il est assez rapide. Donc là, il sort l'ensemble des alertes qu'il doit traiter. D'accord. Donc ensuite, il va choisir la première qui est disponible. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va un peu dérouler toutes les infos qui sont sur cette alerte-là. Donc il va aller essayer de récupérer les infos qui sont liées au client, le customer et le suspect. Donc nom, prénom, date de naissance, etc.
Donc, vous voyez ici, bon, il va aller chercher toutes les données. Et pour les besoins de la démo, on a fait un peu des messages qui sortent pour qu'on puisse montrer l'exécution. Mais là, normalement, un robot, quand il tourne, il ne fera pas ça. Donc, il te dit, l'alerte, c'est tel numéro. Il va dire, le client, sa date de naissance est le 24/11/72. C'est un mâle, il est né à un pays EMA, Maroc. Et il va aller comparer. Il y a une seule alerte. Et il va aller comparer ces données par rapport au suspect et il va prendre une décision. Donc, là, le temps qu'il lise toutes les données, il y en a beaucoup, donc c'est pour ça que ça traîne aussi. Donc là, il va comparer pour dire le suspect, il est né en 1953, le 1er octobre, et il est né au Soudan. Donc il a comparé, tu vois, donc c'est Sud-Soudan en plus, c'est même pas le Soudan. Donc il a comparé entre les deux et il a trouvé que c'est pas les mêmes clients. Donc hop, voilà, je vais un peu reculer. Ce qu'il a fait, donc il a écrit sur l'alerte, les pays de naissance des clients sont différents. Le client c'est le Maroc, le suspect c'est le Sud-Soudan. Les dates de naissance sont également différentes, etc. Donc il va considérer que c'est une fausse alerte. D'accord? Il va renseigner ça. Vous voyez, il écrit faux hit, donc c'est pas un vrai hit. Et il va clôturer cette alerte et il va passer à une autre. Là, il est déjà sur le deuxième client. Donc ça, c'est un premier exemple. Et vous voyez bien que le robot, en tout cas, il traite rapidement. Il fait des tâches qu'un certain opérateur humain fait, mais aller comparer des données qui sont un peu éparpillées sur une page pour pouvoir dire non, finalement, c'est pas le même client, le client ne correspond pas au suspect, pour lever l'alerte, pour que la transaction derrière puisse se dénouer au niveau du système d'information. Et imaginez si jamais il y a un client qui est physiquement présent sur place et il attend que sa transaction soit réalisée. Donc, vous voyez bien l'impact en termes d'économie de temps de travail, de revalorisation du travail, parce que l'opérateur, il va ne prendre que les alertes qui nécessitent de l'analyse, où il doit appeler peut-être les agences, un peu contrôler les dossiers clients, s'assurer vraiment de l'analyse, etc. Et bien sûr, la satisfaction client, parce que les transactions sont traitées plus rapidement. Très bien. Très bien. Donc ça, c'était le premier exemple. Et le deuxième, c'était le robot. Voilà. Donc ça, c'était sur l'ancienne version d'Automation UI, avant qu'il passe vers la version web que vous avez vue sur le précédent robot. Mais c'est le même principe, hein, c'était important de vous montrer ça. Donc ce que fait le robot, là vous avez la même barre de transition, ce qu'il fait, c'est qu'il va ouvrir toutes les fiches qu'on reçoit du provider externe, généralement soit XML, soit Excel. Il va lire toutes les données, il va les compiler sur un seul. Donc là, vous voyez bien qu'il ouvre tous les fichiers un par un, sachant que ici, pour la démo, on a forcé l'ouverture pour que vous voyez, mais en pratique et en prod, il va faire cette tâche-là en arrière-plan, vous n'allez rien voir. Donc là, il prend les données. Vous voyez déjà la vitesse de traitement, il va prendre tout ce qu'il y a sur ce fichier-là, récupérer ces données-là. Il va compiler tout cela sur un seul fichier CSV. Voilà, je vais faire avancer un petit peu. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer la main à un autre sous-bot qui, lui,
va aller se connecter sur l'outil. Donc, vous voyez bien, je fais une pause, qu'il lance un outil qui n'est pas web. Donc, il va aller saisir le mot de passe et le login qui sont importants à le savoir. Toute la partie sécurité, les mots de passe, les logins se gèrent dans des coffres forts que les métiers ils ont pour pouvoir mettre à jour ces infos-là. Les développeurs n'utilisent que des variables. Donc, ils ne voient jamais les mots de passe en clair. Donc là, il va aller sur la gestion des clients au niveau de Delta. Donc, il va aller modifier un client. Il va saisir parce qu'il connaît. Il va aller sur le bloc adresse. D'accord. Et il va comparer l'adresse qui est mentionnée ici et il va la mettre à jour en fonction de ce qu'il a sur... et il va valider. Et il passera au deuxième client. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine les traitements. Voilà, hop. Donc, tant qu'il y a des lignes sur le fichier, il va reboucler sur la même action, il va faire ça jusqu'à ce qu'il finisse toutes les données qu'il a traitées. Donc voilà, en tout cas, c'est la logique. C'était pour moi important que vous voyez des robots en live. Comme ça, vous vous projetez. Donc ça, c'était un peu la partie démystification. Maintenant, comment intégrer cette offre de service, qui est la question principale. C'est d'abord, on ne peut pas se lancer sur la RPA sans voir la techno, en tout cas sans connaître la technologie à minima. Donc, première des choses, c'est un peu de se former sur les outils de RPA. Moi, je vous recommande, c'est ou Automation Anywhere ou UiPath, qui sont les plus répandus sur le marché. Nous, on fait un choix qui nous correspond, mais sachez que les deux outils qui sont les plus répandus sur le marché, c'est UiPath et Automation Anywhere. Un peu moins Blue Prism, mais il y en a encore. De ce que je sais, je ne pourrais pas parler de UiPath parce que je ne connais pas leur écosystème et qu'est-ce qu'ils proposent en termes de formation. Mais sur Automation Anywhere, vous avez ce qu'on appelle Automation Anywhere University, donc qui permet à un peu tout le monde de se former gratuitement, sans aller sur des certifications, etc., mais au moins de se former. Vous avez accès à ce qu'on appelle la Community Edition, qui est une interface de robotisation sur lesquelles il suffit de s'inscrire, elle est gratuite. Ça vous permet vous-même de monter en compétences, de tester des robots, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça vous donne accès même à l'utilisation des robots dans votre activité si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez l'utiliser. Franchement, c'est bien fait. Il y a beaucoup de programmes, de cours qui sont intéressants. Ça vous permet déjà de prendre en main l'outil. Donc, ça, c'est la première des choses. Un peu monter en compétence sur un ou deux outils, à minima un. Ensuite, il faut intégrer des démarches de robotisation. Donc, il faut comprendre comment on fait la logique métier, quels sont les critères de robotisation. Et là, c'est vraiment de l'accompagnement, du conseil, etc. Il faut apprendre à un peu qualifier les process. Est-ce qu'ils sont robotisables ou pas? Quel est le degré de complexité de cette robotisation, et ça, on ne peut pas le faire si on ne connaît pas le techno derrière. Après, il faut définir quels sont les critères métiers qui permettent à une structure de favoriser un process ou un autre. Pour moi, client, qu'est-ce qui m'importe le plus? Est-ce que c'est la réduction du coût, ou c'est la satisfaction client, ou c'est la conformité réglementaire? Il faut donner des poids à ces critères-là, mesurer l'impact de la robotisation sur le processus en fonction de ces critères-là, sortir avec des priorisations, ensuite mettre ça en face des coûts,
et en face des avantages, et pouvoir aider le client à construire sa feuille de route. Donc ça, c'est vraiment une approche de conseil autour de la RPA. Et après, vous avez toute la partie mise en place, et là, c'est du classique. Si vous connaissez la méthode Scrum, ça va vous aider. Et là, il faut gérer un backlog, il faut gérer des sprints, il faut gérer un peu le cycle de vie classique jusqu'à du run. Voilà, c'était un peu une démystification de cette techno. Ouais, merci Bachir, c'était très complet et très clair. Et on a eu pas mal de questions intéressantes aussi qui ont permis d'un peu de rentrer en détail et de voir un peu la RPA d'un autre œil. Donc, merci en tout cas pour cette présentation. Je pense qu'on n'a plus de questions. On a pris toutes les questions au fur et à mesure. Je ne sais pas si on a une dernière question. Non, tout à l'heure. J'avais vu une de Rafik qui disait malgré le cloud, le robot peut traiter des tâches sur desktop. La réponse, elle est oui. Ok. Mais je pense que c'est la seule question qui n'a pas été répondue. Très bien. Là, on est à 100% de réponse. Mhm. Du coup, pour les personnes qui souhaitent avoir le support, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Et sinon, il y aura le replay qui vous sera envoyé automatiquement par mail dès qu'on clôturera l'événement, donc d'ici quelques minutes. Voilà, bon, on peut vous libérer. Merci à Global Experts pour cette présentation et merci à tous les consultants qui étaient présents aujourd'hui. Et on espère vous retrouver à la rentrée pour un prochain événement qui sera sur un sujet de cartographie d'entreprise avec un autre partenaire cabinet de conseil. Donc on vous enverra tous les détails d'ici peu. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Merci à toutes, merci à tous. Merci Omar et Reda.